Demain, la santé. Fermez les yeux et imaginez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien. Combien de séances de relaxation, de méditation commencent par cette phrase ? Pourtant, quel est le lien entre le lieu et le fait d'être bien ? Peut-on être bien dans un espace qui n'y est pas propice ? Bonjour et bienvenue dans Demain la santé. Aujourd'hui, nous explorons ce lien entre espace et bien-être. Pour cela, je suis accompagnée par Sébastien Fleuret. Sébastien Fleuret, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, directeur de recherche au CNRS et membre du laboratoire Espace et Société à l'Université d'Angers. Sébastien Fleuret, pourquoi est-ce que l'on parle de bien-être et pas de santé ? Alors, en fait, on parle des deux. Ça vient de l'Organisation mondiale de la santé qui, dans son préambule, dans ses statuts qui datent de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, a redéfini la santé comme étant plus que l'absence de maladie, un état de bien-être complet à la fois moral, physique et social. Alors, dans cette définition, on a à la fois la santé et le bien-être qui sont quasiment mis comme synonymes. Et cette dimension de bien-être, comment est-ce qu'on arrive à la qualifier ? Alors, c'est un des problèmes. En fait, cette définition de la santé comme étant un état de bien-être, elle a à la fois un avantage et un inconvénient. Son gros avantage, c'est qu'elle permet de sortir la santé d'un cadre strictement biomédical. Si on est en santé au-delà de l'absence de maladie, ça veut dire que notre santé va dépendre de l'action de tout un ensemble d'acteurs et pas seulement du médecin ou du prescripteur de la petite pilule magique qui va nous guérir. Et ça autorise du coup les aménageurs du territoire, les économistes, tout un champ un ensemble de politiques publiques à intervenir et à se trouver légitimes parce qu'ils ont un impact sur la santé dès lors qu'on considère celle-ci comme le bien-être. Ça, c'est l'avantage. Et puis l'inconvénient, c'est qu'une fois qu'on a dit que la santé c'était un état de bien-être, on se pose la question de comment est-ce qu'on va mesurer ce bien-être à la fois au niveau des individus. Ça encore, on arrive à peu près à s'en sortir, même si on confond souvent avec le bonheur. Mais au niveau collectif, qu'est-ce que c'est que le bien-être collectif ? Là, pour l'instant, j'ai pas de réponse à vous proposer. Et au niveau du territoire, vu que vous êtes géographe, ce bien-être collectif, comment est-ce qu'on peut l'appréhender ? Alors, on s'est posé la question, on a travaillé sur ce sujet, notamment avec ma collègue Sarah Atkinson du Royaume-Uni. Et le problème qu'on a au niveau des territoires, c'est en quelque sorte une question d'échelle. C'est plus facile d'appréhender les enjeux de bien-être quand on se place à une échelle de proximité, à des petits territoires, un quartier, un village, une communauté de vie. Là, on arrive à avoir une cohérence et pas trop de variations dans les facteurs qui impactent le bien-être pour pouvoir trouver, si ce n'est des indicateurs communs, au moins des grands champs, un cadre conceptuel qui nous permet d'appréhender le bien-être, soit d'une population totale, soit de groupes de population, soit d'individus qui sont usagers d'un espace. Par contre, quand on commence à élargir un petit peu le regard, à vouloir parler de bien-être régional ou national, là, on se heurte à toute une série de problèmes. On a des indicateurs qui nous sont donnés, mais qui, je trouve, ne sont pas totalement satisfaisants. Et ces facteurs, ces indicateurs communs à cette échelle de proximité, ce cadre conceptuel, c'est lequel ? Alors, ce qu'on a identifié, nous, c'est que quand on regarde un petit peu l'ensemble des façons d'appréhender le bien-être, alors on a repris les théories, bien sûr, on est remonté jusqu'à la théorie de la satisfaction des besoins qui renvoie à Abraham Maslow. Là, on est dans le registre de la psychologie plus que dans le registre de la géographie. Satisfaction des besoins primaires, toute la question ensuite de la relativité d'un certain nombre de ressentis vis-à-vis du bien-être, etc. Et quand on prend tous ces champs théoriques que je ne développe pas ici, on arrive à quatre façons de regarder les espaces, la façon dont les populations pratiquent ces espaces, qui nous permettent après de produire des indicateurs dans chacune de ces catégories pour appréhender le bien-être. Alors, ces catégories, c'est premièrement la capacité. Est-ce que les
individus, les groupes sont en capacité de se réaliser, de satisfaire leurs besoins et même d'aller jusqu'à satisfaire des besoins qui sont nos primaires et améliorer l'estime de soi, etc. La deuxième catégorie, c'est la sécurité, pas au sens martial du terme, mais plutôt au sens capacité à se projeter, à s'affranchir d'un certain nombre de précarités et pouvoir se projeter dans l'avenir. On a ensuite une troisième catégorie qui est celle de l'intégration. Est-ce que l'espace est intégratif ou au contraire plutôt excluant pour certaines catégories de population? Et puis la dernière dimension, elle est thérapeutique, à savoir si les propriétés de l'espace ou la façon dont les sociétés font vivre un territoire sont plutôt propices à la santé ou au contraire délétères. Est-ce que vous pourriez développer un peu sur cette notion d'espace thérapeutique ? Alors, l'espace thérapeutique, c'était inspiré au départ de travaux qui sont des travaux anglo-saxons majoritairement sur les paysages thérapeutiques et qui étaient là aussi beaucoup à une micro-échelle. J'ai en tête des exemples qui se passent dans les lieux de soins, des hôpitaux, notamment les hôpitaux psychiatriques, et ces travaux ont montré que selon la façon dont on aménageait l'espace, les configurations qu'on donnait à l'espace, on pouvait lui donner une dimension qui pouvait soutenir la démarche curative, par exemple en ayant des espaces verts, en ayant des visions, une architecture, une ligne d'horizon qui était plutôt reposante, plutôt apaisée, l'absence de bruit. Ou alors, au contraire, on a des paysages qui peuvent être stressants, qui peuvent être néfastes pour la santé. Donc, on est parti de cette idée-là, et puis en essayant de ne pas se limiter à une lecture paysagère des choses, mais à regarder l'espace sous toutes ses composantes. Donc, il y aurait une composante de bien-être à penser dans l'urbanisme pour promouvoir la santé publique. Oui, c'est ce que je pense, et pas uniquement dans une lecture thérapeutique, mais bien en prenant ces quatre entrées simultanément, quatre capacitations. Ça renvoie aux travaux de Amartya Sen notamment, sécurisation, lutte contre la précarité, toutes les politiques de cohésion sociale par exemple, toutes les dimensions cohésion sociale qu'on peut avoir dans l'urbanisme, ou la mixité par exemple, à mon avis rentre là-dedans, de même que l'intégration. Et puis les espaces thérapeutiques sont une des composantes, mais pas la seule. Ce cadre conceptuel, est-ce que vous avez pu l'appliquer à des exemples d'enquêtes de terrain ? Alors, on l'a travaillé, par exemple, sur la population étudiante dans une enquête sur les conditions de vie étudiante qu'on a fait dans la ville d'Angers. Où on a pu appliquer cette grille de lecture et se rendre compte que à l'intérieur de la population étudiante, on avait des variations de perception à la fois individuelle et collective autour de ce modèle. Alors par exemple sur la capacitation, on voit qu'il y a des niveaux très variables de la façon dont les étudiants individuellement évaluent leur qualité de vie, et que cette variation elle s'explique en partie par la perception de certains sur leurs conditions de vie, leurs conditions d'habitat, le quartier où ils résident, et qui n'est pas toujours un choix, qui peut impacter leurs conditions de la difficulté à se projeter dans le futur pour la dimension sécurité. Et là, on voit des variations entre les étudiants qui ont un logement en ville et puis ceux qui font des allers-retours entre chez les parents le week-end et puis un logement temporaire ou une chambre d'étudiante en résidence à la semaine. Sur la question de l'intégration, on voit apparaître une différence entre les étudiants entre guillemets locaux et puis ceux qui sont venus soit d'une autre ville, soit qui sont arrivés de l'étranger. Et puis sur la dimension thérapeutique, on voit que plus il y a un support familial proche dans une distance assez raisonnable sur laquelle qu'on peut parcourir aisément, moins il y a par exemple de renoncement aux soins ou de retardement dans les soins. Ça, c'est un exemple qu'on a fait sur la ville d'Angers il y a 7 ans. Non. Quels sont les outils que vous mobilisez pour faire ce type d'enquête ? C'est de l'entretien, c'est du questionnaire, c'est de l'observation ? Questionnaire, on avait la chance d'avoir le soutien de l'Université d'Angers, donc on avait des heures banalisées pour
enquêté un très large nombre d'étudiants dans toutes les filières, à part la filière médecine qu'on a mis de côté parce que c'est très très particulier comme type de formation. Et puis on a complété ces enquêtes par des entretiens approfondis pour aller un peu plus dans le détail et pour voir si les explications qu'on avait sur nos grands groupes statistiques restaient valables quand on interrogeait l'individu. Donc là, il s'agissait d'une enquête à l'échelle de la ville. Vous avez mentionné tout à l'heure l'enjeu de ces échelles d'application de lecture des espaces de bien-être et qu'il était plus facile de les appliquer sur des échelles de proximité telles que le quartier. Est-ce que la ville reste une échelle de proximité ou ça devient déjà un peu grand ? Alors, à l'intérieur de la ville, nous, on a redécoupé l'espace pour voir où vivaient les étudiants et bien sûr, on est allé essayer d'observer s'il y avait des variations à l'échelle du quartier, voire même interne à certains quartiers. Mais cette étude-là, précisément, elle n'était pas conduite à l'échelle micro-locale. Et du coup, quand on passe à l'échelle et que ce cadre conceptuel est moins simple à appliquer, comment est-ce qu'on peut réinjecter cette dimension de bien-être ? Comment vous mobilisez cette dimension de bien-être dans vos terrains d'études actuels ? Alors, je suis pas sûr d'avoir bien entendu parce qu'il y a beaucoup de friture sur la ligne téléphonique. Mais, si j'applique ça, si j'ai bien compris, c'est mes recherches actuelles. Depuis quelques temps, je travaille beaucoup sur la question de la santé dans le développement touristique, avec cette idée que si on dit qu'on développe un territoire par le tourisme, alors on devrait être capable de mesurer ce développement autrement que par des indicateurs économiques ou de la production de richesse, une augmentation du PIB par exemple, qui est un très 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 mauvais indicateur de développement. Et donc si on essaye de regarder la dimension bien-être appliquée au tourisme dans des destinations, on peut éventuellement retrouver ce cadre conceptuel avec sur la capacitation. On voit dans nos enquêtes, alors on a travaillé beaucoup sur des espaces, des grandes destinations touristiques. Je pense là beaucoup à la Riviera Maya, qui est donc la région de Cancún, Playa del Carmen au Mexique. Là, les derniers travaux qu'on a faits sont sur cette région-là, mais je pense que c'est transposable. Alors sur la capacité, on se rend compte quand on interroge des travailleurs du secteur du tourisme qui sont un petit peu enfermés dans un quotidien avec des horaires très intenses, avec des rythmes de travail qui ne leur permettent pas même de se poser, de réfléchir et de se projeter dans l'avenir. Et quand on les questionne sur qu'est-ce que vous ferez dans 2 ans, dans 3 ans, alors même qu'ils ont pris un travail dans le secteur du tourisme comme étant un moyen une étape vers autre chose, on se rend compte qu'ils restent bloqués à cette étape parce qu'ils n'ont pas la capacité d'aller plus loin à cause des conditions de vie dans lesquelles ils sont maintenus par ce prétendu développement touristique. On retrouve aussi la dimension précarité avec des contrats qui sont saisonniers, qui s'arrêtent quand l'afflux de touristes se tarit un petit peu. On a une expression qu'on a entendue au Mexique là, qui nous dit septembre, la basse saison là-bas pour la fréquentation touristique, ils l'ont rebaptisé Septi Hambre. Et hambre, ça veut dire la faim en espagnol. Donc voilà, c'est le mois où on a faim parce qu'on est licencié, puis on va retrouver du travail en octobre. Il faut faire la jonction. Sur l'intégration, on retrouve aussi cette dimension-là parce qu'on a énormément de travailleurs du secteur touristique qui ont connu une migration, pas forcément internationale. D'ailleurs, au Mexique, c'est des gens qui viennent des États voisins, mais qui se retrouvent un petit peu déracinés, qui se trouvent à vivre dans une ville nouvelle. La ville de Cancún, c'est une ville qui a été créée en 1974, qui n'existait pas du tout avant. Et ces migrants d'autres régions du Mexique n'ont pas le soutien familial, n'ont pas le capital social sur lequel s'appuyer quand survient un problème. Et donc ça, c'est un facteur négatif pour leur bien-être. Enfin, la dimension thérapeutique, on la retrouve à travers l'épuisement dont je parlais tout à l'heure, des problématiques de santé mentale, beaucoup d'addictions, un taux de suicide qui est assez élevé. Et puis au niveau physique, certains symptômes qui sont liés aux travaux du tourisme, comme les troubles musculo-squelettiques, par exemple chez les femmes de chambre, et tout ça menace le bien-être collectif de ce groupe-là qu'on étudie, nous, les travailleurs du secteur du tourisme, alors même que
on est dans une destination qui est vendue comme un espace de bien-être, parce que le touriste, lui, quand il va à Cancun, quand il va à Playa del Carmen ou à Puerto Morelos ou à Tulum, lui, il va se prendre 1 semaine, 2 semaines de vacances, il va se reposer, il va faire des jolies photos sur Instagram, mais lui, il est en train de se remplir sa jauge de bien-être, et peut-être que ça se fait adossé sur le mal-être des travailleurs du secteur du tourisme. Donc on est en train là de travailler, et la dimension spatiale, c'est le support d'études, c'est cette région touristique. Et comment est-ce que, si vous avez des pistes là-dessus, comment est-ce qu'on pourrait intégrer cette notion de bien-être dans la planification du développement de territoire? Alors, comme je disais tout à l'heure, peut-être en s'obligeant à avoir des indicateurs non économiques pour pouvoir parler de développement. Et puis après, ça passe aussi par un travail qu'on n'a pas encore fait, mais qui est sur notre agenda de recherche, un travail auprès à la fois des employeurs. Dans d'autres pays que le Mexique, on aurait parlé des politiques publiques, mais au Mexique, elles sont relativement peu efficaces, peu impactantes. Donc c'est plutôt du côté du secteur privé qu'on risque d'avoir des leviers d'action. Et puis aussi du côté des touristes, pour comparer les visions, leurs perceptions. Il est probable que ce que je viens de décrire là, sur la santé et le bien-être des travailleurs, le touriste n'en a que partiellement, voire pas du tout conscience. Et donc ça pourrait passer, si on revient sur les leviers d'action, par créer des labels. Il y a des labels responsabilité sociale des entreprises. Pourquoi pas rajouter la dimension santé et bien-être dans cette responsabilité sociale des entreprises. Alors elle est présente, mais elle est très peu développée. On a aussi tout un secteur qu'on appelle le tourisme éco-responsable, et des touristes qui vont choisir un séjour plutôt qu'un autre parce que tel séjour leur donne des garanties d'une meilleure préservation de l'environnement, mais pourquoi pas se dire qu'on aurait un label qui donnerait aux touristes la garantie d'une meilleure préservation du bien-être des employés du secteur. Et puis enfin, sur le tourisme alternatif, on a du tourisme solidaire qui vise à faire vivre des communautés locales plutôt qu'à nourrir des grands groupes internationaux, des grandes multinationales du tourisme. Mais là aussi, dans le tourisme alternatif, on pourrait intégrer la santé et le bien-être des populations locales. Donc tout ça nous fait penser aujourd'hui, avec les gens avec qui on travaille sur ce sujet, que avoir le concept de bien-être en tête quand on pense le développement des territoires, ça pourrait permettre de penser le tourisme de manière bien différente. Et puis ce qui vient de se passer là, avec la crise Covid qui a mis ce secteur complètement à l'arrêt, ça nous semble aussi de nature à faire réfléchir un petit peu les gens. Donc il y a peut-être là une fenêtre pour améliorer les choses. Pour revenir sur la question des indicateurs, vous avez donc mentionné que le PIB était un mauvais indicateur de développement et qu'il faudrait envisager des indicateurs non économiques. Est-ce que vous pourriez donner des exemples et puis expliquer pourquoi le PIB n'est pas un indicateur pertinent pour le développement des territoires? Alors, je peux dire pourquoi il n'est pas un bon indicateur. Des exemples, malheureusement, il y a la commission CN Stiglitz qui s'est penchée là-dessus et on voit que c'est toujours pas satisfaisant ce qu'il en ressort. Le PIB n'est pas un bon indicateur parce qu'il mesure la création globale de richesse. Mais on sait, c'est un chiffre qui circule absolument partout, que c'est les fameux 1% des plus riches qui concentrent plus de la moitié des richesses à l'échelle mondiale. Alors, en France, comme on a des mécanismes de redistribution, on est moins dans cet extrême, mais on est quand même dans, finalement, quand on améliore le PIB, ça profite d'abord à un tout petit pourcentage les plus riches. Et ça ne garantit absolument pas que l'ensemble de la population en bénéficie. Donc c'est pas un indicateur de bien-être, puisque tous ceux qui restent exclus de cette production de richesse, eux, leur bien-être ne s'améliore pas, voire même se dégrade. Alors ensuite, les indicateurs alternatifs, pour l'instant, on n'en a pas vraiment parce que le bien-être, il est à la fois objectif et subjectif, il est à la fois individuel et collectif. Et donc, avoir un indicateur synthétique, on aimerait bien, mais on ne l'a pas. Ce qu'on a, c'est des catégories d'indicateurs ou des secteurs dont on se dit ça impacte fortement le bien-être. Donc, si on a des indicateurs
De ce domaine-là, on a un proxy du bien-être. Alors, on a par exemple l'autonomie, ça on mesure à travers le taux d'emploi en disant que plus on a une population qui a un emploi, qui a un salaire, qui a une capacité de subvenir à ses besoins, plus cette population est autonome, plus c'est propice à son bien-être. Mais c'est pas un indicateur direct de bien-être. On a un autre domaine qui est l'équité. On peut regarder le taux de pauvreté relative, on peut regarder les inégalités des revenus. Et par exemple, les inégalités hommes-femmes sont un très bon indicateur. Plus on va niveler ces inégalités, plus en théorie on a des chances d'être propice au bien-être. Mais c'est pas encore un indicateur direct de bien-être. On a ensuite les états de santé, donc ça c'est plus classique, espérance de vie en bonne santé, taux de mortalité, année de vie potentiellement perdue, ce qu'on appelle la mortalité évitable. Voilà, puis après on a des indicateurs de cohésion sociale qui sont là aussi un petit peu difficiles à appréhender, mais on peut, enfin c'est souvent des indicateurs négatifs en fait. Qu'on utilise, par exemple le taux de suicide, qu'on va relier à une dimension d'isolement, le taux de victimisation. Et un indicateur positif, on aurait la participation à des activités collectives, mais là les statistiques elles sont relativement faibles et pas disponibles à toutes les échelles. Donc voilà, globalement en fait on a des indicateurs qui sont indirectement potentiellement positifs pour le bien-être. Malheureusement, j'aimerais dire mieux, mais je ne peux pas dire mieux aujourd'hui en l'état de nos connaissances. C'est une piste intéressante pour les suites des recherches sur ces sujets-là, en tout cas. Vous avez mentionné au tout début de l'entretien la différence entre bonheur et bien-être, que donc le bien-être n'était pas le bonheur. Et cette discussion sur les indicateurs me fait penser au bonheur national brut développé au Bhoutan. Est-ce que ce serait une piste qui serait intéressante à poursuivre dans cette quête d'indicateurs non économiques? Mais là, moi, j'invite plus les économistes que les géographes sur ce domaine-là, ou les psychologues, parce qu'on fait un petit peu de mon champ de compétences. Mais c'est vrai que on a tendance, quand on regarde la littérature, à retrouver souvent utilisé comme des synonymes, soit le bien-être, soit le bonheur, soit encore la qualité de vie. Alors il y a ça se chevauche un petit peu tout ça, mais est-ce que c'est parfaitement synonyme? Là encore une fois, je suis désolé, je dis souvent que j'ai pas de réponse, mais je peux que inciter à se méfier d'utiliser un mot pour un autre. Et du coup, en tant que géographe, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi cette entrée par l'espace est particulièrement importante? Mais en fait, ce qui nous a amené à se poser cette question de l'entrée par l'espace, c'est le constat à la base que on a des fortes inégalités de santé et à différentes échelles. Qu'on se place à l'échelle de la France ou qu'on descende à l'échelle des régions ou des villes, on a des espaces dans lesquels on a plus grande espérance de vie, on a moins de personnes qui vivent avec des incapacités. On vieillit mieux, plus longtemps, en meilleure santé. Et il a fallu se poser la question de pourquoi il y avait ces inégalités. Et comme on parlait d'inégalité de santé, on s'est référé à la définition de l'OMS. Et voilà, on revient au début de notre entretien. L'OMS nous ayant dit la santé, c'est le bien-être. Et on s'est posé la question qu'est-ce que c'est que le bien-être, et j'avoue que c'est quand même un cercle sur lequel on tourne depuis longtemps. Quand je dis on, c'est l'ensemble des chercheurs. Pour les quelques dernières minutes de notre entretien, je voulais vous demander si, avec ce contexte Covid et notamment le confinement, il y avait eu, en termes de réflexion sur ces espaces de bien-être, un changement d'appréhension de ces espaces propices à la santé, ou de réflexion sur l'urbanisme et sur les paysages qui pouvaient être propices à la santé quand on était enfermé chez soi. Alors là, ça c'est une colle parce que je ne suis pas du tout penché sur le sujet Covid. J'ai eu une réaction un petit peu réfractaire, moi, de me dire attention, on est dans
on est au cœur de la crise et la recherche, c'est bien quand elle sait prendre son temps et qu'elle sait prendre du recul. Et pour l'instant, j'ai pas les données pour me faire une opinion sur ce sujet. Donc, prudemment, j'attends d'avoir du recul. Je suis désolé, mais j'aurai pas de réponse. Mais c'est déjà c'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour nous rappeler qu'il faut attendre de voir avant de tirer des conclusions, surtout en situation de crise. Ben Sébastien Fleuret, merci beaucoup de nous avoir un peu ouvert la porte sur cette exploration des liens entre espace, santé, bien-être et les portes qu'il y a, encore le champ assez vaste d'exploration qui s'ouvre à nous sur ces questions-là. Nous allons rendre l'antenne, à suivre sur Radio Anthropocène le quart d'heure de l'art. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour parler du sport santé. Bonne journée et à bientôt. Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, la santé. I'm in the race, I'm on the get-go. I wanna skate, I want the XO. I want the XO. 1, 2, 3. Summer love, summer love is summer love is silence is song. We won't remember summer love is there was silence is song that we won't remember. Summer love, yeah. Summer love is and still can't let you go. I still won't let you go. I'm in the race. Summer love is silence for song that we won't remember.